Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire datant de la seconde moitié du XXe siècle. Installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Espagne. Piedad Martínez del Águila est née en 1953 dans un petit village de la province de Murcie, dans le sud-est de l'Espagne. Elle avait deux frères aînés, l'un s'appelait José Antonio et l'autre Manuel. Son père, nommé Andrés, venait d'une famille rurale modeste et, comme beaucoup d'hommes du village, travaillait dans une ferme locale. Il travaillait de très longues heures, mais les salaires étaient bas et, malgré son dévouement, il n'y avait jamais de surplus pour de petites douceurs pour sa famille. Sa femme, nommée Antonia, restait à la maison pour s'occuper de la maison et des enfants. Certains voisins étaient partis s'installer dans de plus grandes villes espagnoles, et Antonia se demandait si faire de même leur permettrait d'avoir une maison plus grande, un niveau de vie plus élevé et de meilleures opportunités pour leurs enfants. Elle savait que ses deux fils et sa fille étaient heureux dans le village, jouant avec leurs amis, sur la place et dans les nombreux champs alentours. À cette époque, l'Espagne connaissait un boom de la construction, le gouvernement lançant de nombreux logements sociaux. Ces logements étaient alors proposés à l'achat ou à la location à des prix très abordables. Certaines de ces maisons ont été construites dans le quartier d'El Carmen à Murcie, une ville du sud-est de l'Espagne réputée pour son architecture, ses grandes places et ses magnifiques jardins. C'était aussi la ville la plus proche du village où vivait la famille Martínez del Águila. De nombreuses usines ouvraient et beaucoup de personnes venant des zones rurales arrivaient pour profiter des nouvelles opportunités de travail. Andrés s'est vu offrir un poste pour se former et devenir maçon, et aider à la construction des nombreuses maisons nécessaires pour les ouvriers et leurs familles qui allaient arriver en ville. Sa femme, Antonia, était ravie de cela. Elle était très heureuse de commencer une nouvelle vie. Et même si elle était un peu inquiète que sa fille Piedad puisse s'ennuyer de ses amis, elle croyait que vivre à Murcie signifiait que, dans le futur, tous ses enfants pourraient trouver un emploi mieux rémunéré, surtout avec l'ouverture de nouvelles industries dans la région et l'industrialisation croissante de l'Espagne. Cependant, les choses sont devenues plus difficiles pour la famille, lorsque, au cours des années suivantes, Antonia a donné naissance à 7 autres enfants. Malgré le meilleur salaire de son mari, ses revenus ne suffisaient pas à subvenir aux besoins de leur grande famille. Les enfants aînés avaient appris à lire et à écrire, mais ils ont dû abandonner leurs études pour aller travailler afin d'aider à subvenir aux besoins financiers de la famille. José Antonio, âgé de 16 ans et aîné de la fratrie, a suivi les traces de son père et a obtenu un poste d'apprenti maçon. Tandis que son frère de 14 ans, nommé Manuel, a trouvé un emploi comme ouvrier métallurgiste. Piedad avait maintenant 12 ans et avait toujours aimé jouer dans le quartier. Mais maintenant, avec autant de frères et sœurs et étant la fille aînée, sa mère comptait sur elle pour aider à s'occuper des plus jeunes. Non seulement elle nourrissait, changeait et habillait ses petits frères et sœurs, mais elle devait aussi nettoyer la maison, faire la lessive et aider à préparer les repas. Comme si cela ne suffisait pas, on attendait aussi qu'elle rapporte un peu d'argent, alors elle a trouvé un emploi à temps partiel à polir des pièces de moto. Parfois, son frère de 10 ans Jésus et sa sœur de 8 ans Christina l'aidaient dans cette tâche. Sa mère préparait de la nourriture à vendre dans la rue, mais au début de 1965, elle était enceinte de 6 mois. La belle maison qu'ils avaient autrefois était maintenant encombrée d'enfants et de pièces de moto, et leurs conditions de vie s'étaient considérablement détériorées. À cette époque, l'Espagne traversait une période de transformation politique et sociale importante. Le pays était encore sous la domination du général Francisco Franco, qui était au pouvoir depuis la fin de la guerre civile espagnole en 1939. L'Espagne était largement isolée de la communauté internationale et faisait face à des défis économiques en raison d'années de politique autocratique et d'un investissement étranger limité. Cependant, le pays connaissait une transition progressive vers une société plus libérale et ouverte. L'industrialisation avait modernisé de nombreuses villes et l'Espagne commençait à accueillir des visiteurs étrangers, en particulier ceux venant d'Europe. L'industrie du tourisme a commencé à prospérer, surtout le long de la côte méditerranéenne. Malgré ces progrès, le pays était encore caractérisé par une répression politique. Le régime de Franco contrôlait strictement les médias et accordait une liberté d'expression très limitée, l'opposition politique était réprimée
et les voix dissidentes faisaient face à la censure et à la persécution. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir 1 mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos, me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux Jeanne, s'il avait su. Vous le savez, alors ne ratez pas cette occasion. En décembre 1965, la famille Martínez del Águila a été témoin d'une tragédie lorsque María Carmen, la plus jeune enfant, âgée de seulement 9 mois, est décédée dans des circonstances mystérieuses. Le médecin de la sécurité sociale a établi que la cause du décès était une méningite. Ce n'était pas la première perte de la famille, car 5 ans plus tôt, un bébé de 2 mois avait également succombé à la même maladie. 5 jours plus tard, le 9 décembre, le deuxième plus jeune enfant, un garçon de 2 ans nommé Mariano, est soudainement décédé. Encore une fois, le médecin a diagnostiqué une méningite. Les soupçons ont commencé à surgir lorsque, 5 jours plus tard, Fuensanta, âgé de 4 ans, est décédé. Le médecin de famille a refusé de signer les certificats de décès et a alerté le tribunal ainsi que le service de santé au sujet des décès inhabituels qui se produisaient. La mort de 3 enfants en l'espace de 2 semaines suscite des inquiétudes. Les voisins étaient devenus inquiets, craignant que la famille ne soit touchée par une maladie contagieuse ou qu'un virus étrange ne se transmette d'un enfant à l'autre. Par conséquent, ils ont commencé à prendre leur distance avec la famille. Les autorités ont rapidement réagi et ont envoyé la famille Martínez del Águila à l'hôpital provincial de Murcie. Au début, on pensait que les enfants étaient peut-être morts d'une intolérance alimentaire, mais après avoir effectué divers tests, les médecins ont confirmé qu'ils n'avaient rien trouvé d'anormal et la famille a été autorisée à rentrer chez elle juste à temps pour Noël. Cependant, 2 semaines plus tard, le 4 janvier 1966, le plus jeune enfant, Andreas, âgé de 5 ans, est tombé malade et est décédé. 4 des enfants Martínez del Águila étaient décédés à moins d'1 mois d'intervalle, et tous semblaient être en bonne santé avant leur mort soudaine. Les décès suivaient un schéma étrange. Les enfants mouraient par ordre croissant d'âge, et ils avaient tous présenté exactement les mêmes symptômes. Les corps présentaient une vilaine éruption cutanée, des marques foncées, comme des ecchymoses, ainsi que des taches violettes. Cela s'accompagnait d'une fièvre, suivie de perte de connaissance et de fortes convulsions. Puis ils mouraient, sans jamais savoir ce qui causait ces morts étranges et tragiques. Les médecins de Murcie ont prélevé les organes internes d'Andreas et de Fuensanta, et les ont envoyés à Madrid pour analyse. À l'Institut national de la santé, aucune présence de virus n'a été détectée, donc les organes ont été transmis à l'Institut de toxicologie. Par la suite, les corps des 4 enfants ont été exhumés. Le rapport de toxicologie a confirmé que, sans aucun doute, tous les enfants avaient été empoisonnés. Il y avait des traces de DDT et de cyanure de potassium. À l'université de Murcie, des médecins ont mené une expérience avec 21 cochons, dindes et quelques chiens. Ils voulaient savoir quelle dose de poison suffisait à tuer quelqu'un, car ils ignoraient si les victimes avaient ingéré le poison à leur insu, ou si on le leur avait donné volontairement. À la suite de leur expérience, ils ont conclu que les enfants avaient été empoisonnés délibérément. Ils ont ensuite envoyé leurs conclusions à la brigade d'investigation criminelle.
Les premiers suspects, logiquement, étaient les parents, Andrés Martínez del Águila et sa femme, Antonia, qui ont été arrêtés. Antonia était dans un stade avancé de grossesse, et à cause de cela, elle a été placée dans le service de maternité de l'hôpital provincial San Juan de Oz. Pendant ce temps, son mari a subi une évaluation de santé mentale au centre psychiatrique El Palma. La nouvelle de la mort des enfants s'est rapidement répandue dans toute l'Espagne, suscitant l'intérêt d'une publication hebdomadaire appelée El Caso. Ce magazine, connu pour sa couverture d'événements étranges et de mystères, a envoyé un journaliste pour interviewer les enfants Martínez del Águila. Tous les enfants ont reçu un lit à l'hôpital pour être pris en charge par leur mère et observés par la police et le personnel médical. Le prêtre local était également un visiteur régulier. Le plus jeune était un garçon de 6 ans nommé Manolo, qui a confié au journaliste sa conviction troublante qu'il serait le prochain à mourir. Étant donné le schéma des événements, les décès survenaient dans l'ordre croissant. Pour tenter de réconforter le petit garçon, le journaliste lui assura que cela n'arriverait pas. Le journaliste a remarqué que Piedad n'interagissait pas vraiment avec lui. Elle montrait un calme étrange, semblant attendre sans peur son tour d'être pleurée. Mais les journalistes ont alerté la police, qui s'est demandé si elle pouvait être responsable de la mort de ses frères et sœurs. Elle était chargée de s'occuper des petits lorsque ses parents étaient absents pour travailler. Un inspecteur a élaboré un plan pour voir si cela pouvait être le cas. Il l'a invitée dans un bar et, en plaisantant, il a fait semblant de jeter une boule de chlorure dans son verre de lait. Elle a d'abord été amusée, mais Piedad s'est rapidement mise en colère et l'a empêchée de continuer. L'inspecteur l'a poussée avec insistance à boire, mais elle a catégoriquement refusé. À ce moment-là, il l'a confrontée en disant qu'elle comprenait les dommages potentiels que de telles actions pouvaient causer. Se rappelant ce qu'elle avait fait à ses frères et sœurs sous la pression, Piedad a avoué. Elle a admis avoir tué ses 4 frères et sœurs, mais a insisté sur le fait que les 3 premiers l'avaient été à la demande de sa mère, tandis que le dernier était un acte impulsif de sa part. Elle a expliqué sa méthode de préparation du poison en combinant des pastilles de nettoyage de métaux, en particulier celles utilisées pour les pièces de moto, avec de la mort au rat. Le mélange mortel était ensuite versé dans un verre de lait, que les enfants consommaient sans le savoir. Cette combinaison toxique aurait provoqué une mort rapide, ce qui explique pourquoi les enfants sont décédés en moins d'une demi-heure après être tombés malades. À son admission à l'hôpital psychiatrique, elle a raconté 5 versions différentes et de plus en plus contradictoires des faits. Elle accusait avec insistance sa mère d'être la personne responsable. Elle parlait toujours calmement et clairement, regardant les agents d'une manière qui leur faisait penser qu'une fille aussi douce ne pouvait sûrement pas être capable de faire quelque chose d'aussi horrible. Cependant, aux yeux des médecins, elle semblait être une fille normale mais perplexe, pleinement consciente de ce qu'elle avait fait et de l'effet dévastateur de ses actes. Les autorités pensaient qu'elle avait empoisonné ses frères et sœurs de manière calculatrice et malveillante. Cependant, ni la police ni les professionnels de santé n'ont pu comprendre comment une fille aussi jeune, qui ne possédait qu'une éducation de base, avait réussi à découvrir le potentiel létal des produits ménagers. Les autorités étaient initialement sceptiques quant au récit de Piedad et ont poursuivi leur enquête. Finalement, ils ont établi qu'elle avait agi de manière indépendante. Lorsqu'elle a avoué que sa mère n'était pas au courant de ses actes, elle a expliqué à quel point elle avait été accablée par la responsabilité de s'occuper de ses frères et sœurs. Elle était la fille aînée et on s'attendait à ce qu'elle reste à la maison pendant que ses parents et ses frères aînés travaillaient. Piedad a eu recours à l'empoisonnement des plus jeunes car ils demandaient le plus d'attention. Elle visait à tous les éliminer, espérant ainsi obtenir la liberté de pouvoir jouer avec ses amis. Lorsque le magazine El Caso a publié son article sur Piedad et les empoisonnements, ils ont battu des records de vente, écoulant des centaines de milliers d'exemplaires. Le journaliste a inclus cette phrase « Nous pourrions nous trouver face à une jeune fille d'un cynisme extraordinaire ou d'une tranquillité étonnante. » Il a poursuivi en la décrivant comme étrange, ironique et sournoise. Mais les journalistes ont également écrit qu'ils croyaient que Piedad était l'unique auteur des 4 décès. Étant mineure, Piedad ne pouvait pas être officiellement inculpée et a donc été placée sous la garde du tribunal de protection des mineurs. Elle a trouvé du réconfort dans un couvent à Murcie qui offrait des soins compatissants et un soutien aux jeunes filles en difficulté.
malgré sa détention forcée. Elle était polie et agréable avec le personnel et les autres enfants, et elle était toujours heureuse de jouer dehors. Elle a appris à tricoter, et cela est devenu une véritable passion. Elle passait de nombreuses heures à tricoter, et il a été remarqué qu'elle avait souvent une boîte à couture à ses côtés. Cependant, le nom de la famille continuait d'apparaître dans la presse. Les frères aînés, Antonio et Manuel, ont formé un duo de chant, et un homme d'affaires les a emmenés en tournée en Espagne. Cette carrière n'a pas duré longtemps. Antonio a aussi essayé de devenir torero, mais là encore, ses tentatives de devenir célèbre en Espagne pour autre chose que d'être le frère de Piedad Martínez del Águila ont échoué. Avec le temps, Antonio et Manuel sont devenus connus de la police pour leurs activités illégales. Ils ont finalement été arrêtés pour le vol d'une moto, et quelques années plus tard, Antonio a été reconnu coupable du meurtre d'un chauffeur de taxi et condamné à la prison à vie. Alors que l'histoire de la famille disparaissait des journaux et de la mémoire des Espagnols, Antonio faisait de nouveau la une de l'actualité. En 1978, il a participé avec 15 autres détenus à une évasion audacieuse de prison. Ensemble, les prisonniers avaient réussi à creuser un tunnel vers la liberté. Mais ils ont été repris peu après. Tragiquement, la vie de Señor Andrés Martínez del Águila et de son épouse Antony a continué d'être assombrie. Ils ont été rejetés par la société et laissés avec un vide éternel. Après la perte de 5 de leurs enfants et les terribles crimes de Piedad, Antonio et Manuel, Andrés a perdu son emploi mais a réussi à trouver du travail comme éboueur. Cependant, il est devenu aveugle et a plongé sa famille dans la pauvreté. Il est malheureusement décédé quelques années après. Les détails de la vie de Piedad après son internement sont quelque peu flous. Certains récits suggèrent qu'elle a embrassé la vie religieuse, tandis que d'autres indiquent qu'elle est retournée dans la rue et a caché son identité. La vérité concernant sa localisation et ses actions est restée insaisissable alors qu'elle tentait de dissimuler son passé. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous lors du prochain dossier.